Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode et merci beaucoup pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper nos prochaines pauses. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Mon invitée d'aujourd'hui est l'une des femmes les plus puissantes de la finance mondiale. Quand elle entre à Polytechnique en 1972, elles ne sont que 7 femmes admises dans cette première promotion mixte. Originaire d'un quartier populaire de Toulon, rien ne l'a destinée à régner un jour sur près de 200 milliards de dollars d'actifs. Mais elle va bâtir Ardian, transformer le capital investissement européen, s'imposer dans un univers très masculin et fermé jusqu'à devenir une figure respectée du monde économique et dans les plus grands conseils d'administration internationaux. Alors, comment une petite fille de Toulon est-elle devenue l'une des rares Françaises à avoir conquis Wall Street sans jamais renoncer à ses valeurs ? Quel est le prix d'une telle excellence ? Quel est son regard sur l'univers économique actuel ? Le temps d'une pause, notre invité a accepté de nous répondre. Bonjour Dominique Sénéquier. Bonjour Alexandre. Comment tu vas ? Très bien. Très bien quand je te vois. Moi j'adore, commencer une interview comme ça, moi j'adore. Est-ce que toi, dans le monde dans lequel tu vis, qui est un monde qui va tellement vite, faire une pause, c'est un concept pour toi ou c'est une réalité parfois ? Oh, quand tu es vraiment fatigué, tu es bien obligé d'arrêter. Uniquement quand tu es vraiment fatigué. Tu fais une pause, tu t'allonges sur ton canapé, tu prends un livre ou bien simplement tu respires ou tu écoutes de la musique. C'est inévitable, on a besoin, le corps a besoin de repos, de pause. Mais toi, tu arrives à la faire ? Tu arrives à ce moment où tu arrives à dire... Encore plus avec l'âge, tu veux, parce que tu es plus vite fatigué quand même si tu as de l'énergie, disons que tu peux être fatigué plus vite. Et donc, tu as besoin de ça, justement, pour te ressourcer, pour reprendre de la force, parce que tu as besoin de force pour comprendre ce monde qui va très vite, pour être au courant. Et toi qui as certaines passions que parfois c'est ton jardin secret, il y a une qui est la musique, en particulier le piano. Donc, toi, moi, je suis un piètre pianiste quand je te connais, mais moi, parfois, j'aime bien me mettre et voilà, faire quelques accords. Toi, c'est un endroit où tu arrives à lâcher les chevaux, penser totalement à autre chose, ou ça reste à nouveau très construit. Oui. Alors, il y a des personnes qui jouent très régulièrement tous les jours. Moi, je ne peux pas dire que je joue tous les jours parce que je n'ai pas tous les jours l'occasion de passer une demi-heure ou une heure, mais quand je joue, j'oublie tout. Et puis surtout, je joue avec une amie qui est flûtiste, et ça, c'est quelque chose qui est devenu très, très important dans ma vie, parce que finalement, jouer à deux, c'est un plaisir décuplé par rapport au fait de jouer seul avec son piano. Et donc là, tu vois, on vient de faire une séance samedi, on a passé 2h15, et c'est extraordinaire pour nous deux. C'est ton moment à toi. Ah oui, c'est un moment de bonheur exceptionnel, non seulement de bonheur, mais je dirais presque comment dire, tu atteins le nirvana, pour dire le mot, parce que il y a des moments... C'est une jouissance, en fait. Oui, c'est une jouissance, parce que tu as une telle entente entre le piano et la flûte, par certains moments, pas tout le temps, parce qu'on fait des erreurs, tout ça, mais quand ça se passe bien, surtout quand on joue une sonate de Bach très difficile et magnifique, c'est l'extase, c'est-à-dire c'est l'extase de comprendre ce que Bach a voulu exprimer, et puis de pouvoir tenter de l'exprimer soi-même. Dans Pause que tu connais, on a des pauses amicales, les gens qui t'apprécient beaucoup, qui ont voulu te poser une question. On va commencer, puisqu'on parle de piano, on parle d'artistes, on va écouter tout de suite la première question qui vient de Claire, qui tu connais évidemment, chef d'orchestre. On écoute tout de suite. Cher Dominique, je me souviens si bien de notre rendez-vous dans ton bureau, place Vendôme, à mon retour de Mexico en septembre 2018. Toi, si prudente en matière de soutien d'investissement, qu'est-ce qui t'a fait t'engager si rapidement et même immédiatement dans le soutien de la création du concours La Maestra ?
Ah ouais, je crois que tu m'as fait part de de ta déception et ta frustration d'avoir été membre d'un jury d'hommes au Mexique et qui avait refusé de primer la femme chef d'orchestre qui pourtant était plébiscitée par l'orchestre lui-même. Ça a résonné pour toi, ça? Et enfin, ça a Chez résonné. J'ai vu que Claire était surtout, elle, vraiment, offusquée de cette injustice considérable, si tu veux. Et donc, ça, c'était pas le mot détresse, mais c'était un mot, elle était triste, elle était frustrée de voir cette injustice pour cette femme. Et donc, si tu veux, tout d'un coup, je me suis dit, bon, Dominique, t'as jamais vraiment milité, je suis pas une féministe, tu vois, engagée du tout. J'ai dit, allez, bon, pour une fois, Dominique, fais quelque chose pour la cause féminine. Et voilà. C'était plutôt la cause féminine que la musique, dans ton premier... Oui, exact. Ouais. Sur ce sujet-là, c'était plutôt, et c'est la première fois de ma vie que je fais ça, et je regrette pas, parce que Claire est une femme exceptionnelle, que tu dois inviter d'ailleurs un jour, et que du coup, si tu veux, ça a très très bien marché parce qu'elle a beaucoup d'énergie elle aussi. Elle a reçu d'autres sponsoring et maintenant c'est devenu un prix international, la Maestra, qui a lieu tous les 2 ans et où toutes les femmes chefs d'orchestre, les jeunes femmes veulent être dans la compétition. C'est génial ce que tu nous dis, toi qui a une vie totalement transformée parce que en 1972, une décision qui est faite à l'époque par le ministre des Armées, Michel Debré, qui avait un côté un peu féministe en fait. Il décide très féministe. Et il décide que Polytechnique ne doit pas être uniquement réservé aux hommes. Ouais. Toi, 6 mois après, peut-être que je t'aurais retrouvé à ce moment-là, mais il y a quand même peu de chances que je te retrouve à ce moment-là. Et donc, il y a quand même une ouverture qui est fait obligatoire, une décision. Et toi, tu me dis, ça t'a jamais fait devenir plus féministe ou moins féministe, en fait. Toi, c'est une sujet de compétence plus que, alors que là, sans cette ouverture... Je n'aime pas les mots qui terminent par isme. D'accord. Je il y en a plein comme ça, hein. Eh ben voilà, d'accord. Je n'aime pas. Si tu veux, je vais pas les citer, tu les connais par cœur. Voilà, communisme, socialisme, libéralisme, fascisme encore moins. Je ne suis pas du tout une idéologue. Voilà. Tu as en face de toi quelqu'un qui n'aime pas l'idéologie. Du tout. Voilà. Donc, ça, c'est profondément dans mon caractère. Et comment tu l'expliques, ça? Est-ce que c'est une question de l'éducation de tes parents, ce que tu as pu voir? Parce qu'encore une fois, tu en as profité. Je suis beaucoup plus dans la spiritualité, si tu veux, mais la spiritualité, tu vois, la spiritualité, je dirais, d'inspiration religieuse. Tu crois? Oui, je crois en l'amour, je crois en la bonté, je crois en des valeurs dont les hommes politiques ne te parlent pas beaucoup. Non, c'est vrai. Mais ceci étant, moi, je fais partie des gens, Dominique, qui pensent qu'on n'aurait pas eu la loi Copé-Zimmermann. On ne se retrouverait pas aujourd'hui avec le nombre de femmes nécessaires ou normales dans certains conseils d'administration. On n'aurait pas la loi Rexin. Donc je pense quand même que si Michel Debré s'était pas levé un matin en disant juste Polytechnique va être différente, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il y ait 25%, ce qui n'est pas suffisant. Tu as parfaitement raison. Non, mais tu as parfaitement raison. Oui, absolument. Mais c'est pas la cause pour laquelle toi tu te... je dirais qu'au départ, j'étais même pas tellement favorable. Et quand j'ai vu le résultat, j'ai dit, tu avais tort. Voilà, fou, il fallait le faire. Et en fait, tu sais quoi, t'as raison de le dire, hein, parce que c'est vrai que pas mal de personnes que je connais qui ont des réussites, en particulier des femmes, se disent mais moi soit j'ai pu réussir sans avoir besoin de ça, soit on va être catalogué. En gros, je suis au conseil d'administration parce que je suis une femme. Mais oui, je sais. Mais à la fin, ça fonctionne. Ouais. Donc comme quoi, certaines lois changent quand même la face de notre pays. C'est vrai. On parlait ici de Claire, mais Pau, c'est un endroit de partage évidemment, mais aussi de transmission. Et moi, ce qui m'intéresse également avec toi, c'est essayer de nous transmettre quand même un certain nombre de choses que tu as pu apprendre ou voir, certains échecs que nous connaissons toutes et tous. Mais toi, qu'est-ce que tu en fais? Donc déjà, parce que les gens, là on parle d'Ardian, c'est connu par un petit pourcent de la planète. Donc si tu peux nous expliquer déjà ce que, en des termes simples, pour un béotien, c'est quoi Ardian? C'est quoi le métier d'une entreprise que tu diriges maintenant depuis 30 ans? Alors, ce métier consiste à trouver... En simple, hein, simple. 10 mots. Je sais que tu y arrives, je sais que tu vas y arriver. Ce métier consiste à trouver de l'argent dans le monde entier,
donc de fonds de pension, de fonds souverains, qui ont envie d'investir dans des stratégies que nous définissons quelquefois avec eux. Donc ça peut être par exemple investir dans des entreprises mid-cap, de taille moyenne, européenne. Ou alors ça peut être... Donne un exemple d'une entreprise que peut-être que vous avez pu financer depuis les dernières années. Un Robocoupe, par exemple, tu sais, qui avait Magimix et qui fait tout ce qui est... La famille Jean-Lys. Voilà, la famille de Jean-Lys qui fait tous les appareils pour les cuisines professionnelles. Donc là, vous investissez dans cette entreprise en espérant que l'entreprise va continuer à grandir. On en a eu depuis 30 ans énormément. On a eu Eau Écarlate, on a le courtier Diociassi, on en a beaucoup. Ouais. Mais les clients peuvent dire, nous, on voudrait aussi faire de l'infrastructure en Europe ou de l'infrastructure aux USA. L'infrastructure, par exemple, ça peut être des aéroports, des autoroutes, etc. Donc c'est vous qui allez financer ce développement. Et avec l'argent qu'on lève dans le monde entier. C'est ça le métier. Et notre spécialité, c'est les entreprises non cotées en bourse. Donc en bourse, c'est pas votre sujet à vous. Vous vous intéressez, c'est la création de valeur quand l'entreprise va grandir et vous allez l'aider à grandir et participer. Combien de temps en moyenne vous restez avec une entreprise ? Entre 5 et 10 ans. 5 et 10 ans. Ouais. Et donc aujourd'hui, tout à l'heure en introduction, je mettais à peu près 200 milliards. Je ne sais pas si des dollars ou des euros d'ailleurs. C'est des dollars. C'est des dollars. Donc en tout cas, ça fait des sommes considérables. Et ça, tu parlais d'actionnaires, d'investisseurs. Ils viennent de combien de pays ces investisseurs aujourd'hui ? Ouh là là. À peu près ? J'ai une cinquantaine. Cinquantaine. Rien qu'en Amérique du Sud, je crois qu'on a 45 clients. Amérique du Sud, de Colombie, du Mexique, de Chili, du Pérou. Ouais. Je pense qu'il faudrait que tu nous expliques comment tu arrives avec ton équipe à trouver autant d'argent, parce que c'est quand même un sujet souvent évoqué, en disant c'est plus facile pour les Américains de trouver des sommes considérables, et c'est vrai que ce qui est agréable et c'est pour ça que j'ai énormément d'estime pour le travail que tu fais et le travail d'Ardian, c'est que vous continuez à avoir, grâce à vos investissements, des entreprises qui restent. On parlait de Magimix tout à l'heure, si c'était pas vous qui l'avez acheté sans faire le cocorico, ça aurait été certainement un fonds étranger. Donc on a un rôle important qui n'est pas facile à comprendre pour l'économie, mais c'est un rôle important. Et pour que les gens comprennent, si j'avais eu la bonne idée de t'accompagner, de te dire tiens, je te donne 100 euros il y a 20 ans ou il y a 30 ans de ça, ces 100 euros, ils auraient donné quoi aujourd'hui ? Les 100 euros ? Oui. Il y a 30 ans. T'as une idée ? Oui, je vais te dire, ça doit faire, tous les 5 ans, donc ça fait 6 fois 2, ça ferait 12 fois à peu près, parce que normalement, on est censé faire à peu près un multiple de 2 tous les 5 ans. À peu près. Donc tu doubles la mise donc, des gens. Donc tu prends 30 ans, tu divises par 5, ça fait 6, si je calcule bien, et que multiplie 2, ça fait 12. Mais ça, c'est le bon cas. C'est toi qui as fait Polytechnique, je te rappelle. Donc moi, je n'ai pas fait ça. Non, mais t'as vu que j'ai une petite hésitation quand même. C'est le milieu de l'après-midi. D'accord. Mais donc là, donc en gros, si tu investis de l'argent aujourd'hui, en moyenne, et c'est ça qui est exceptionnel, et c'est toi que les gens vous font confiance, c'est que tu vas tous les 5 ans doubler l'argent. Oui. Alors c'est dans les bons cas, voilà. S'il y a le Covid, s'il y a la guerre d'Ukraine, tout ça peut bouger un peu. Et d'autres soucis qui ont pu exister depuis 30 ans. Et ça aussi, une question que j'ai toujours pour vous et pour toi en particulier ici. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être faisable pour le particulier ? Comment, là, ces gens qui ont plutôt des moyens, tu parlais des grands fonds, des fonds de pension, est-ce qu'un jour tu t'es dit, tiens, on pourrait essayer de faire ça pour des particuliers, des gens qui... Oui, on a déjà à peu près 5 milliards au moins avec les particuliers, au moins. Et ça, c'est à travers plus que ça. C'est à travers des assureurs ou On a des fonds retail qui s'appellent Ardian Access, c'est une marque qu'on a maintenant développée. Donc c'est faisable en fait. Donc, aux États-Unis, en Europe, en Asie, donc voilà. Donc vous avez aussi développé par des banques et en direct aussi sur des plateformes. Dans la transmission, il y a évidemment dans une question d'équipe, je sais que tu parles souvent de ton équipe, avec qui tu as créé ça depuis 30 ans. Qu'est-ce que tu as appris ? Parce que c'est un sujet pour nous toutes et tous, savoir embaucher. Est-ce que toi, tu as appris, tu as fait énormément de petites erreurs, quelques grandes ? Il y a une recette. Ouais. Une recette parmi d'autres, mais en tout cas une qui est en tout cas nécessaire. Comme en mathématiques, on dit c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Mais la nécessaire, c'est qu'il faut que tu aies envie de revoir la personne. Si tu n'as pas envie de revoir la personne, alors c'est pas la peine de l'embaucher. Ah ça, elle est simple, c'est l'important. Eh ben voilà. Et c'est arrivé parfois. Et ça, parfois, tu l'as pas fait ? Mais je l'ai fait toujours aussi pour les chefs d'entreprise.
Donc, même Tu chose. rencontres un chef d'entreprise, si tu n'as pas envie de le revoir, tu dois vivre pendant 5 ans et 10 ans avec lui. C'est Même pas si la pas- peine même si de faire un partenariat avec lui. Voilà, ça peut être des questions de Et c'est fit. arrivé, même si tu voyais que le business était comme ça, tu t'es Ah mais dit... bien sûr, dans les années 90, il y a eu des modes à Paris, tu le sais, avant la faillite du Crédit Lyonnais, il y a eu 1 ou 2 stars entrepreneurs qui après ont fait des faillites considérables. Et moi, j'avais un critère, c'est que je ne comprenais pas ce qu'ils me racontaient. Alors, si tu comprends pas le business qu'ils te racontent, C'est pas un mauvais départ quand même. Voilà, c'est un mauvais départ. Et donc, savoir bien s'entourer, parce que là, on est dans l'embauche, là, tu as le premier point, qui est un point, c'est vrai, important. Comment on arrive à bien s'entourer quand, justement, le succès irradie? Comment tu arrives à encore choisir, justement, parce que quand les gens viennent te voir, tout à l'heure, Claire parlait de tes bureaux que je connais, Place Vendôme. Les gens qui viennent de Place Vendôme te voir, ils sont plutôt sympathiques et donc je pense qu'ils montrent leur meilleure version. Je pense qu'ils montrent leur version sublimée d'eux-mêmes. Comment toi t'arrives à... Alors en fait, tu en as un modèle quand même très proche d'ailleurs de ce que avait fait Marcel Dassault. On prend les gens très très jeunes. En général, ils sont stagiaires chez nous, 1 stage, voire 2 stages. On les prend de n'importe quelle école de commerce, grande école ou université d'ailleurs. Tu peux n'importe quelle école. N'importe quelle école. Et on sait même pas le diplôme après. On sait même plus. Moi, je saurais te dire aucun des diplômes de mes collaborateurs et ça n'a pas d'importance. Génial. Je sais que les parents n'aiment pas que je dise ça, mais c'est quand même un peu la réalité. Pourquoi ? Parce que une fois qu'ils font leur stage, on juge de toutes leurs autres qualités que ce qu'ils ont fait pendant les études. La qualité à travailler ensemble. Là, simplement la qualité de savoir travailler beaucoup, parce qu'on a besoin de travailler beaucoup dans un environnement mondial qui est très compétitif, hein, il faut le dire, et leur bon esprit, leurs valeurs. Donc, si tu veux, après, dès qu'on a un poste ouvert, on essaie de transformer un stagiaire en embauche. Tu les fais grandir, en fait. Mon successeur, par exemple, il a 20 ans de présence dans la maison. Marc, il a 46 ans. Donc, il est arrivé à 26 ans, mais beaucoup sont arrivés à 22 ans. Thibaut Basquin, qui a fait le deal sur Robocoupe, il est arrivé à 22 ans. Vladimir Kolas, qui est directeur général, il a commencé comme stagiaire dans le fonds de venture. On va tous les faire attention, parce que là, on va avoir une longue, parce que sinon, on va pouvoir te parler. Non, mais dans les erreurs que tu as commises, toi, justement, avec un peu de recul, tu dis, il y a des moments où je me suis trompé sur les gens, qui est quand même la chose la plus difficile d'arriver à bien appréhender ça. C'est arrivé, tu arrives encore à te faire flouer de temps en temps, même avec l'expérience, parce que tu as envie d'y croire? Non, alors ce qui se passe, si tu veux, c'est que quelquefois, il y a aussi, parce que là, Ardian a 30 ans, il y a aussi des personnes qui ont commencé, mais qui après ont évolué d'une manière qui n'était pas... Comme dans un couple, c'est ça que tu dis. Voilà, qui n'était pas forcément la meilleure pour la société, ou bien qui étaient des bons investisseurs qui se sont révélés des mauvais managers, parce qu'il y a un moment où tu es bien obligé de déléguer aussi, et donc d'être plus un animateur, et surtout quelqu'un de bonne communication. Et ça, tu as beaucoup de gens qui échouent à avoir toutes les qualités. Donc la sélection après pour arriver en haut d'une entreprise, je pense que c'est dans toutes les entreprises, c'est qu'il faut des qualités extrêmement variées. Et donc c'est comme ça, c'est la vie. Et les gens n'ont pas toutes les qualités. Et comment tu arrives à continuer à avoir cette méfiance, justement, ou cette interrogation que tu peux avoir avant de recruter quelqu'un, ou même de donner ta confiance, parce que c'est compliqué. Moi, j'écoute beaucoup les contradictions, si tu veux, dans les langages. Tu vois, mais maintenant que je suis à l'académie, c'est intéressant parce que tu vois, tu as des élections. Quelle académie tu parles? D'Académie des sciences morales et politiques. Tu as des élections. Que tu as rejoint il y a quelques temps de ça. Tu as des élections et donc tu as des candidats. Une fois que tu es élu, il y a d'autres candidats, il y a des personnes qui meurent et donc sur un siège, les élections. Donc tu reçois aussi des candidats. Donc en fait, j'ai l'habitude d'écouter beaucoup ce qu'on me dit dans tous les domaines et je relève quelquefois des contradictions ou bien même dans des attitudes qui peuvent être plus ou moins appropriées, voilà. T'as beaucoup, moi ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent te voir
avec quasiment des lettres de doléances, en fait, des demandes, en fait. C'est quelque chose qui... Ouais, ça, c'est normal quand tu vieillis. J'appelle ça de la transmission. C'est-à-dire, tu demandes conseil. C'est normal que tu rendes à la société tout ce que tu as appris. C'est plutôt positif de dire ça. Écoute, Claude Bébéar faisait ça. Le nombre de personnes qu'il m'a envoyées, tu peux pas imaginer. Beaucoup venaient de la part de Claude. Oui, mais même c'était quelquefois pour des dossiers. Alors il me disait, après Claude, il me rappelait, puis il me disait, c'est bien parce que tu dis non, mais ils sont toujours contents quand ils sortent de ton bureau. Alors t'es une experte. Je considérais que c'était un grand compliment qu'il me faisait. Alors, Claude Bébéar, qui malheureusement a disparu récemment. Claude Bébéar qui est... Tu le considères comme un mentor, Claude Bébéar? Un ami, un ami. Parce que j'ai pas travaillé avec lui jusqu'en 96. J'ai commencé à travailler en 75, pratiquement ma sortie de l'école. Mais on est resté amis de 75 jusqu'à novembre, quand malheureusement il nous a quittés. Et donc Claude Bébéar qui est une exception de notre société que tu as connue, qui était exceptionnelle, qui a construit, créé un groupe qui s'appelle AXA, juste ça, qui est quand même incroyable et qu'il a aussi travaillé pour lancer aussi un think tank qui s'appelait Institut Montaigne. Il faisait énormément de choses et surtout il se battait pour la France déjà, faut le dire, pour la France et également pour la création des entreprises. Et ça aussi, c'était quand même un truc assez incroyable. Et en effet, en 96, on y reviendra dans pas longtemps. Point aussi important, moi, qui m'intéresse avec toi, quand je te vois réussir au Moyen-Orient, parce qu'en face de toi, au Moyen-Orient, il n'y a que des Américains, donc c'est vraiment très clair. Qu'est-ce que tu penses que tu apportes de plus? Et quand je dis toi, c'est évidemment toi, tu représentes Ardian avec tes équipes, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a un truc qui s'est passé, que tu vas réussir à lever de l'argent dans ces pays-là, ou tu vas réussir à gagner des deals contre justement des gens qui sont pas mauvais, on va dire? Alors déjà, il faut peut-être regarder un peu le monde, si tu veux. En Chine, depuis Mao, les femmes ont toute leur place. Il a voulu que les femmes soient les égales des hommes. Donc, ils font pas de différence, si tu veux. Et il y a beaucoup, beaucoup de femmes dans le business. Alors, comment il a mis ça d'une manière un peu violente, comme les méthodes de Mao? Donc, en supprimant tous les congés de maternité, pour qu'il n'y ait pas d'absence, et donc que les femmes soient toujours là. Et donc, du coup, effectivement, il y a beaucoup de femmes partout. Et ils ne font pas de différence. Et le fait que je sois une femme, j'ai été accueillie partout à bras ouverts. Je pense qu'ils font attention à beaucoup d'autres choses. Le fait d'être transparent, le fait qu'ils sont quand même assez pro-européens, et surtout en ce moment de plus en plus, les Chinois. Donc, jamais aucun problème en Chine. Mais gagner un contrat là-bas contre... du temps. De la Chine, si tu veux, c'est autre chose. C'est du temps. C'est du temps, toi, c'est de la patience, tu dois monter tes relations personnelles, puisque c'est sur la confiance. C'est sur la confiance, donc il faut passer du temps. Tu peux mettre 5 ans, 6 ans, 7 ans à obtenir un premier oui sur un produit. Et qu'est-ce qu'ils investissent chez toi? Qu'est-ce qu'ils mettent? Mettons de côté la femme, c'est une élégance, c'est la partie française, c'est ce calme. La culture aussi, parce que je dirais qu'au niveau supérieur, ce sont des gens extrêmement éduqués et qui ont beaucoup de culture. Un de mes interlocuteurs, c'était un grand spécialiste de Shakespeare dans le monde, alors qu'il était chinois, si tu veux. Il a fait 2 ou 3 bouquins qui sont la traduction et les commentaires en chinois de toute l'œuvre de Shakespeare. Bon, c'est pas donné à tout le monde. Donc, on trouve des gens exceptionnels à la tête de ces pays, mais c'est exactement le même commentaire que je vais te faire pour le Moyen-Orient. Ouais. Au Moyen-Orient, mes interlocuteurs sont pas des Américains, et je préfère que ce soit pas des Français non plus, si c'est possible. Et donc, ce sont les vrais Émiratis, les locaux, qui en général sont très très bien éduqués, très sophistiqués, avec la culture. Je sors d'un dialogue franco-émirati. J'ai dit c'est une des plus grandes matinées que j'ai eues depuis des années. Tellement leur niveau pour expliquer ce qui se passe dans le monde, la guerre en Iran et tout, c'était extrêmement subtil. Donc, alors après, aux États-Unis, les États-Unis, c'est un peu différent parce que les États-Unis, ou bien ils ont besoin de ton produit, ou bien ils vont pas perdre beaucoup de temps à faire connaissance. Tu vois, je veux dire, c'est un milieu de business très 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 différent. Et après, il y a la France, il y a le UK. J'ai toujours dit que en tout cas au début de ma carrière, je sais pas comment c'est maintenant. Le UK était un pays quand même qui était assez sexiste, si tu veux. Donc, être une femme n'était vraiment pas un avantage. Maintenant, je sais pas, parce que je m'occupe plus tellement de lever de l'argent là-bas.
Et on commence à y réussir, mais ça aura pris 30 ans. Ouais, c'est plus compliqué de réussir au UK que réussir en Chine. Ah, beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est beaucoup plus nationaliste. T'as qui en face de toi sur les deals que tu veux vraiment gagner dans des métiers qui sont les vôtres? T'as qui tu veux dire sur l'entreprise qu'on va acheter? Quand tu veux voir quelqu'un, alors c'est qui arrive souvent en face de toi? C'est plus facile et plus simple à expliquer. Les présidents, qu'ils soient français, qu'ils soient italiens, qu'ils soient allemands, ils veulent avoir des interlocuteurs qui parlent leur langue, qui comprennent leurs comptes. Je dis toujours, il faut comprendre, tu as des normes comptables qui s'appellent IFRS, qui sont européennes, enfin même mondiales si on veut, mais en tout cas, tu as toujours ce qu'on appelle le French Gap, c'est une comptabilité française, une comptabilité allemande. Et donc, un entrepreneur, il a envie qu'on comprenne ses comptes et qu'on parle sa langue et que la décision ne soit pas prise de Londres. Et ça, c'est très très important, ça nous a donné un énorme avantage. Parce qu'on s'est mis local en Italie, on a 60 personnes en Italie, 70 en Allemagne. Les autres n'ont pas fait ça. Les autres... Non, les autres, la mentalité comme anglo-saxonne, surtout des Américains, ça a été, on va à Londres et de Londres, on couvre toute l'Europe. Alors après, il y a eu le Brexit, donc ils ont eu un réveil un peu avec une gueule de bois, parce que... Ils sont partis où après Londres alors? Ah ben, certains sont allés au Luxembourg, d'autres ont ouvert un bureau là. C'est eux que tu vois le plus souvent en face de toi, c'est les Américains? Oui, c'est eux qui ont le plus de moyens? Oui, il y a les Suédois. EQT est une très très belle société. Superbe, voilà, mais EQT étant suédois comprennent mieux la diversité de l'Europe. Voilà, les Américains ont plus de mal avec cette diversité culturelle, parce qu'ils ont la chance d'avoir un pays qui est... 360 millions d'habitants. Voilà, parlant la même langue. Même si c'est anglais-espagnol maintenant, c'est quand même uniquement deux langues. On va revenir, merci Dominique pour cette transmission. On va revenir sur ta jeunesse, ton enfance. Donc, je le dis, c'est Toulon, c'est le quartier du Pont du Lât. Comment elle est cette enfance-là? Parce que toi, tu vas être prof de maths. C'est ça, ça commence prof de maths parce que t'adores jouer avec ta grand-mère qui était une matheuse. Est-ce que c'est ça qui t'aimait, ou il y a quand même autre chose, ou t'es prof de maths, ou il y a quelque chose que tu voulais devenir, ou c'était ça ton objectif, c'était faire normal, prof de maths, et voilà. Alors écoute, mon père était au Vietnam de 49 à fin 53. Donc déjà, il n'était pas là à ma naissance. Ça, c'est important dans ma vie. Je suis né avec ma mère et ma grand-mère, la mère de ma mère. Mon père est arrivé quand j'avais 6 mois. Et tu vois, je peux te dire un truc très personnel, il m'a offert un petit koala. Ce petit koala ne m'a jamais quitté. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que j'y fais pas beaucoup attention. Tu vois, son petit nom, c'est Bouli Mali. Bon, ce petit koala, j'ai eu beau déménager, je sais pas moi, 10 fois, 15 fois dans ma vie, je le retrouve toujours à côté de mon lit. Et là, je me suis dit, mais quand même, est-ce que c'est un objet, tu sais, de transfert? Qu'est-ce qui se passe? Il est petit comme ça, donc c'est pas mon père, tu vois, mais c'est amusant comme histoire. Et tu l'as encore aujourd'hui? Oui, il est à droite de mon lit. Et il est vieux, comme tu peux pas imaginer. Bah ouais, tu vois, là, tu peux calculer vite. Il a plus de poils, parce que j'ai eu tellement l'embrasser qu'il a pratiquement plus de poils. Il a fallu que je répare moi-même une oreille, parce qu'il y avait une oreille qui pendait. Enfin, tu vois, le truc, mais vraiment incroyable. Donc, je pense que cet épisode-là, tu vois, sur ton berceau de naissance, tu as 2 femmes, ma grand-mère et ma mère. Puis après, mon père arrive. Et puis, je grandis. Ta maman venait d'où, toi? Maman? Ouais, elle venait d'où? Ma mère, elle était en fait, mes parents sont faussement du Midi. Mon père avait une mère alsacienne et ma mère avait un père du Jura. Le père de mon père, par contre, c'est Sénéquier, c'est donc la région de Saint-Tropez. Et la mère de ma mère était au pied du Mont Ventoux, dans une famille descendants de Grecs qui sont arrivés là au XVIe siècle. Et donc, on est très attaché à cette histoire de famille, parce que c'est une histoire absolument très, très, très belle. Voilà. Et donc, mais j'ai quand même grandi entre Toulon, Madagascar, où mon père est allé pendant quelques années, et le Vaucluse, où j'ai ma maison et je suis très, très attaché. Mais donc, j'ai grandi dans une enfance un peu compliquée. Défini? Parce que tes parents ont divorcé quand même très tôt, oui, très neuf, 10 ans. Oui, j'avais 9 ans. Mais tu sais, c'est compliqué, il faut se mettre à leur place, c'est l'après-guerre. Ils se connaissent en 49. Mon père est tout de suite nommé au Vietnam. Il est polytechnicien. Il est reçu à l'X en 42 pendant la guerre. Il se met de l'acide chlorhydrique sur le bras pour ne pas partir en service en STO.
Donc après, ils sont pas riches, puisque ma grand-mère était veuve depuis très longtemps, mes 2 grands-mères. Mais j'en ai connu qu'une, la mère de ma mère. L'autre est morte très très jeune. Et donc, c'est ma grand-mère qui offre un petit appartement construit, parce que Toulon est un peu détruit. Et donc, elle offre un petit appartement à ma mère, où on loge pendant des années. Et après, finalement... Donc tu grandis avec ta maman, en fait. Comment ? Et tu grandis avec ta maman et pas loin de ta grand-mère. Oui, jusqu'à 9 ans, je vois quand même mon père de temps en temps, qui était un énorme travailleur, donc on ne le voyait pas beaucoup quand même. Et puis ma mère se remarie. Donc t'as un frère, surtout, oui, j'ai un frère aîné que j'aime énormément. Et puis surtout, ma grand-mère était, comment t'expliquer, une femme qui a été 2 fois veuve. Une pendant la guerre de 14-18. Une autre fois, son mari tombe dans un jardin comme ça, elle se retrouve à 38 ans avec deux enfants. Et donc, la famille, pour elle, c'était précieux. Et donc, on allait tout le temps en vacances chez elle, justement, au pied du Mont Ventoux. Et donc, elle nous apprenait tout. Elle nous lisait des choses. Elle adorait le théâtre. Elle nous offrait, quand on venait à Paris, la Comédie Française. Et donc, ma grand-mère est quelqu'un de très important dans ma vie et dans la manière dont j'ai grandi. Et elle dit quelque chose d'important. Elle te dit à ce moment-là quelque chose, c'est quelque chose que tu te souviens. L'indépendance. Oui. Financière. Oui, parce qu'elle était 2 fois veuve, la pauvre. Oui. Et donc, elle a dû élever ses 2 enfants toute seule. Et donc, pour toi, c'est une sorte... Tu vis le trauma de ta grand-mère, ça reste en toi. Oui, elle m'a dit, sois professeur de mathématiques. Mais d'abord, elle avait été professeure de mathématiques. On faisait des exercices. Tout l'été, on ne faisait que des mathématiques. Je faisais tous les cas d'égalité des triangles. Mais t'aimais ça ? Oui, parce que c'était un jeu, ça devenait un jeu. Si tu veux, on faisait tous les exercices. J'avais toujours un an d'avance. Du coup, quand j'arrivais au cours, je savais tout. Donc, c'était très agréable, finalement. Et puis, j'aimais beaucoup ma grand-mère. Puis j'aimais beaucoup, c'était très poétique, tu sais, c'est sous des arceaux où il y a des roses et tout ça, et tu fais des mathématiques, c'est quand même plein de charme. Hein. Oui, ça c'est une vision que tu as, très romantique. Je suis pas sûr que demain, je demande à mes enfants de le faire. J'espère que je vais donner envie à tous tes jeunes. Tous les étés, tous les jeunes vous savez ce qu'il faut faire. Faites des mathématiques. Voilà, des mathématiques. Mais il y a quand même on voit quand même entre le papa polytechnicien, je crois ton oncle était aussi, enfin, il y a comme une bosse des études. Ta grand-mère qui l'était, ta maman avait fait des études, elle ? Non. Ok. Donc ta maman n'avait pas fait d'études. Elle chantait, elle était musicienne, mélomane. C'est pas forcément le même type d'études, mais peut-être, tu as raison, elle avait quand même, tu vois, c'était une artiste. Et donc toi, tu vis dans ce modèle-là, donc quand même, les études, c'est normal. Et à ce moment-là, il y a un moment où tu dis autre chose que professeur de maths, ou pour toi, c'est la direction que tu prends ? En fait, la vie, elle est comme ça. C'est pour ça que je te dis que je suis pas du tout une idéologue. Je crois, et tu sais que j'étais amie avec Paul Venn, je crois que l'histoire d'une vie comme l'histoire va dans un sens. Les choses ne se répètent pas. Je dois être prof de maths, donc je vais à Maths Sup et Maths Spé à Marseille. Et là, et là, je pensais faire Normal Sup, ok. Et en avril 1972, le professeur de mathématiques vient et nous dit, tiens, l'école polytechnique est ouverte aux filles. Alors, les garçons grognent un peu dans la salle en se disant elles vont nous prendre quelques places. Bon, ils n'avaient pas tort. Et puis finalement, je me dis je vais m'inscrire à Polytechnique. C'est voilà. T'es un peu poussé par ta prof quand même qui dit c'est toi, tu dis tu vas le faire. Non, mais je connaissais. Mon père était polytechnicien, mon oncle polytechnicien, donc je me suis inscrite. Et le hasard, si tu veux, total, c'est que j'ai été reçue à Polytechnique du premier coup, mais pas à Normal Sup. Et donc du coup, t'as même pas eu à choisir. J'allais pas redoubler quand même. Ça fait un peu stupide pour aller à Normal Sup. T'aurais eu Normal Sup ? Ah, c'est une bonne question. Je me suis jamais posé la question. Et je ne saurais même pas te répondre, tu vois. Oui, c'est difficile de dire. Je vais par contre te donner un exemple. Il y a une fille qui est venue, qui a été reçue à Polytechnique, elle avait été reçue à Normal Sup. Une jeune femme. Donc on était 8 au départ. Toi, et au début, tu sais, Polytechnique, c'est une école militaire. Donc, il y avait quand même quelques règles. Et en particulier, comme on n'avait pas d'uniforme, ils n'avaient pas prévu, ils nous ont mis en survêtement et logés dans l'infirmerie parce qu'ils n'avaient pas prévu les chambres non plus. C'était vraiment dernière minute. Voilà. Et donc, cette fille, elle est partie. Ça lui a pas plu. Et elle est allée à Normal Sup. Voilà. Et justement, en parlant de ces... je crois que, tu vois, si j'avais été reçue aux 2, je crois que je serais restée. Parce que moi, j'ai vu le côté rigolo, on s'est amusé, mais comme des folles. Mais justement, raconte-nous, quand tu es amusé, donc là, ça vous amuse parce que vous êtes avec des garçons et que vous avez 20 ans, c'est la liberté absolue. Et on est en survêtement, si tu veux, quand eux, ils sont en uniforme kaki, quoi, tu vois. Donc vous devez vous faire quand même sacrément draguer, cette fille-là. Je me souviens plus. Il y a prescription. Moi, j'ai les dossiers, Dominique. Mais ce qui m'amuse là-dedans, c'est que tu prends ce choix-là,
Ouais. Et les 7 jeunes femmes, mettons la 8e qui était avec toi, vous avez alors revenons, hein, c'est une Polytechnique qui est quand même vue comme une des toutes meilleures écoles, si ce n'est la meilleure école d'ingénieur en France. Tout d'un coup, vous êtes mis en avant, et c'est pas pour ça certainement, je ne connais pas Michel Debré, mais je suis persuadé que c'est pas pour ça qu'il l'a fait. Par image, je viens vous photographier, vous êtes, de ces 8 là, est-ce que tu as gardé un lien avec une ou deux ou absolument rien? Est-ce que tu sais où est-ce qu'elles sont devenues? Je sais à peu près ce qu'elles sont devenues, mais on n'a pas elles gardé. Elles sont venues aussi place Vendôme venir te voir pour demander une ou deux choses? On s'est vu dans une réunion de promotion comme ça, mais on n'est pas resté très proches. Si on se revoit demain, je suis sûr qu'on sera aussi copines qu'en 1972. Mais la vie fait, tu vois, c'est compliqué. On a eu des trajectoires extrêmement différentes. Et donc, on n'est pas... Peut-être que certaines d'entre elles sont restées proches, mais il y en a une qui est à Nice, une qui est à Grenoble, il y a un petit peu de tout. Et c'est marrant quand tu dis en rigolant que certains jeunes, à l'époque de la prépa Thiers à Marseille, il va y avoir des places qui ne seront pas pour nous. Ce système-là, quand tu rentres à Polytechnique, et puis les années d'après, souvenons-nous, pour ceux qui ne se souviennent pas, qui n'habitaient pas là, les années 70, on n'est pas dans un pays qui met la femme toujours en avant, autre que pour s'occuper des tâches qui sont des tâches la plupart du temps ménagères. Toi, ça te forge un caractère de voir les garçons qui sont pas contents que tu sois là, à part qu'ils sont contents de voir des très jolies jeunes femmes, mais à part ça, ils se disent c'est mon gagne-pain, tu fais quelque chose, tu devrais pas être là. Est-ce que tu as eu des gens comme ça qui te l'ont dit en face à face, en disant c'est pas pour toi, Dominique, tu devrais pas être là? Je vais dire quelque chose, ça ne plaira pas à des journalistes que je vais raconter, mais je crois que la question la plus sexiste, elle a été par un journaliste qui nous a demandé est-ce que vous savez faire la cuisine? Je pense. C'est pas les garçons qui nous ont demandé ça. D'accord. D'abord parce qu'on mangeait très bien. C'est comme si c'était une école militaire, il y avait des bons budgets, donc on mangeait plutôt trop. Mais voilà, un journaliste de Paris Match. Est-ce que vous savez faire la cuisine? C'était là le premier article que vous avez. Je m'en souviens, tu vois, 50 ans après. Et donc ça vous avait choqué. Et justement, à part ça, c'est la première, à mon avis, de plein de questions. Vous avez été mis en avant. Oui, bien sûr. Fortement. Bien sûr. Est-ce que c'est un truc qui t'a... Tu n'en as rien regardé en fait. Ça t'a pas plus choqué que ça. C'était une éclaireuse quand même. J'ai trouvé ça merveilleux. On était invités partout parce qu'ils ne savaient pas où nous mettre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'armée. Donc, si tu veux, ils ont trouvé une caserne à Caen, ensuite une caserne à Dieppe. Mais à Dieppe, il y avait une association d'ingénieurs qui a voulu nous inviter. La commandante du camp était pas du tout contente qu'on soit invité, qu'on soit mis en avant. Elle voulait qu'on soit vraiment mélangé avec toutes les filles qui étaient ce qu'on appelle le personnel féminin de l'armée de terre, qui étaient des filles très sympathiques, très gentilles, mais qui, pour certaines, ne savaient même pas, si tu veux, faire une dictée bien. Donc, c'était un peu pour nous, c'était un peu délicat d'être dans cette position-là. Et donc, de sortir de temps en temps de cette caserne et être invité, on était très contentes, mais ça faisait pas le bonheur de tout le monde parce que ça nous distinguait un petit peu. Voilà. Alors après, on nous a retirés de cette caserne, on nous a dit, bon, on va les dispatcher parce que sinon, ça fait un peu de gêne. Ah, vous avez été dispatchés après? Donc, on m'a mis au ministère des Armées comme standardiste. Alors, standardiste, et moi, je suis un peu une blagueuse. Alors, de temps en temps, je coupais les... Oui, c'est ça. À l'époque, on mettait à lire, quoi. On mettait les fiches. Alors, ça m'amusait, je coupais les conversations. Alors, enfin, tu sais, on a 18 ans, on a envie de s'amuser, voilà. Donc c'était une période merveilleuse. Il y avait pas d'uniforme. Ça, c'est ça qui est très important. Et donc pour vous. Oui, voilà. Donc, il y a eu un appel d'offres de l'armée pour faire un uniforme pour les polytechniciennes. Donc, il y a eu Cardin, Saint-Laurent, etc. Et finalement, celui qui a gagné, c'est le tailleur du général de Gaulle. Voilà. Et donc, vous avez été mis, on a pris des photos. Oui, on a pris des photos des même pendant les essayages et tout ça. Non, c'était une période merveilleuse pour nous, quand même. Tu sais, Maths Sup, Maths Spé, c'est quand même 2 années très difficiles. Oui. Ouais. Et là, on parle de prépa. Tous les gens qui l'ont fait, ça, le savent. Mais d'ailleurs, pas que prépa ingénieur. Des prépa aussi. Beaucoup. Énormément de travail. Donc, là, c'est une sorte de libération. Oui, tu as une détente. Et puis, c'était drôle, finalement. Mais donc, toi, globalement, être la première femme, ou une des 7 premières femmes à être reconnue dans un milieu d'hommes, c'est quand même, quand on a bien entendu, les gens qui nous écoutent le sentent, c'est que ça s'est passé un peu de la même manière avec Ardian. La finance est plutôt à un milieu d'hommes. Quand tu rencontres 100 personnes dans le monde, dans ton activité, je ne suis pas persuadé que tu rencontres 100 femmes, donc c'est quand même un milieu majoritairement d'hommes. Ça, donc toi, tu as l'habitude, en fait. En fait, c'est une habitude pour toi. J'ai l'impression que pour toi, tu ne fais plus attention, quoi. Oui, moi je fais pas attention, finalement, beaucoup, que ce soit des hommes ou des femmes. Là, je te retrouve chez Gann, donc là, on est, ça y est, tu es parti dans le privé, là, pendant une quinzaine d'années.
Raconte-moi ce qui se passe en 96. Qu'est-ce qui se passe pour que... c'est que tu t'ennuies à faire ce que tu faisais à la GAN, ou c'est Claude Bébéar qui te convainc de quelque chose qui est très différent de ce qui est aujourd'hui, parce qu'on était, encore une fois, c'était pas indépendant, ça prenait avec ça. C'est quoi ce moment-là? Parce que ça aussi intéresse les gens qui nous écoutent, qui parfois hésitent à partir, à rester, se posent des questions. C'est quoi, maintenant, avec un peu de recul, pourquoi tu pars? Alors, d'abord, quand même, juste, je te dis, je suis pas rentré au GAN tout de suite. Je suis rentré dans une filiale qui s'appelait la Compagnie Transcontinentale de Réassurance. Donc, je suis entré dans Réassurance comme mon parrain, qui était un grand ponte de la réassurance. D'accord. Mais à un moment où Mitterrand étant élu, il y a la nationalisation de certaines banques, etc. Et messieurs Worms et compagnie, à l'époque, décident du coup de vendre leur filiale de réassurance, qui est achetée par le GAN. Et là, un chasseur de tête me dit... Ah bah Dominique, ils ont une femme à la direction, elle part en retraite, elle s'appelle Colette Chevrel, et donc ils sont très ennuyés parce qu'ils ont plus de 50% de leur effectif en femmes, et donc il faudrait quand même, ils ont envie de recruter une autre femme qui a un potentiel de carrière, parce que j'étais toute jeune, j'allais pas arriver très haut. Et donc finalement, Guy Verdeil, qui avait été directeur de cabinet de Giscard d'Estaing, qui était président du GAN, me nomme secrétaire général de cette société. Elle était en faillite, en fait, parce que les comptes, je suis désolé de le dire maintenant, avec des années en retard, étaient faux. Donc, mais tu le savais pas, toi? Non, mais je l'ai découvert très vite, parce oui. que j'ai fait les calculs et j'ai vu que c'était en faillite, si tu veux. C'est compliqué, la réassurance, si tu ne prends pas des réserves sur des sinistres putatifs, enfin, qui vont arriver, vraisemblablement, tu te verses des faux dividendes. Bon. Et donc, on a commencé par redresser ça. Il a fallu quand même que le GAN recapitalise. Et je suis resté là et en même temps, j'étais un peu sur les affaires internationales du GAN. Et je me suis occupé en 84 d'acheter une compagnie d'assurance anglaise qui s'appelait Minster. C'est là que j'ai vu qu'ils étaient assez sexistes, si tu veux. Nos amis anglais. Voilà. Ils m'ont mis au bout de la table, mais il n'empêche que j'ai acheté ça. C'était la plus grosse acquisition en 84, faite à l'étranger. À l'époque, il y avait Jean-François Théodore, je crois, qui était directeur du Trésor, et je me souviens très bien de l'avoir appelé, parce qu'il fallait qu'il signe pour 500 millions de francs, je crois. Bref, tout ça m'amène là, et donc, quand je fais cette acquisition, c'est ça qui est important, si tu veux, c'est un changement dans ma vie, parce que le directeur financier de l'époque, qui s'appelait Claude Giraud, qui était très sympathique, me dit, Dominique, venez travailler avec moi. Je vous donne la création du département des participations non cotées. Et moi, je connaissais que l'assurance et la réassurance. Mais j'ai jumpé. Et finalement, il me dit, il était bordelais, très sympathique. Il me dit, vous savez, on me propose des vignobles, etc. Et donc, j'ai commencé à acheter des vignobles. En fait, je ne buvais pas de vin, mais j'ai commencé à boire un petit peu de vin pour comprendre ce que c'était. Et puis, j'ai acheté des participations. Et ensuite, malheureusement, le GAN a fait faillite. C'est ça qui s'est passé en 94. Le GAN a fait faillite parce qu'il a acheté le contrôle du CIC dans lequel il y avait l'UIC Sofal qui avait 23 milliards de provisions qui n'étaient pas prises sur de l'immobilier douteux. Donc, le GAN a été entraîné dans une faillite et donc, ils ont vendu les portefeuilles que je gérais. Et donc, je suis parti parce que j'avais rien à faire, en fait. Parce qu'en plus, du coup, j'aimais ce métier depuis 7 ans, 8 ans, de prendre des participations, de rencontrer des entrepreneurs. Le private equity dont tu parlais tout à l'heure. Et je n'avais pas envie, si tu veux, de repartir dans la partie assurance. Et là, j'ai eu 2 ou 3 propositions, dont celle de mon ami Claude Bébéar. Qu'est-ce que tu as eu d'autre comme proposition? J'ai une proposition chez Rothschild et j'ai une proposition de me mettre à mon compte avec des gens qui m'auraient confié de l'argent à gérer. Voilà. Déjà, donc tu as pu la proposition. Voilà. Et Claude, alors comment il arrive à arracher cette... Claude, il avait été pris aussi, si tu veux, c'est la grande faillite du Crédit Lyonnais, c'est la grande faillite immobilière et tous les assureurs avaient vendu leur portefeuille de non-coté, d'accord, de private equity. Et donc, quand Claude me fait la proposition de venir, je lui dis, je comprends pas, Claude, tu viens de vendre. Il me dit, justement, je veux le reconstituer, mais pour gestion pour compte de tiers, c'est-à-dire tu vas chercher de l'argent à l'étranger partout et quand tu auras trouvé 2, moi je te confierai 1 pour faire 3 sur un fonds. Et on a commencé par faire un fonds de buy-out, d'achat d'entreprises françaises en francs français, avec de la dette. Puisque c'était en 96. Et voilà, et après ça a grossi. Après 6 mois après, il a acheté l'UAP. Donc après, on a grossi petit à petit. Et donc au début, ça s'appelait comment la structure? AXA Private Equity. Voilà, c'était ça. Et donc tu arrives directement et c'est toi qui dirige ça dès le départ. Il te prend pour diriger. Il y avait personne parce qu'ils avaient vendu, donc les gens étaient partis. C'est parti. Voilà. Donc une opportunité incroyable pour toi.
T'hésites Oui. T'hésites avant J'hésite, oui, un petit peu. Et en fait, j'hésite un petit peu. Et puis, il y a un chasseur de tête qui me dit, Dominique, vous connaissez bien Claude Bébéa. Vous avez un très bon contact avec le directeur de l'asset management qui s'appelle Jean-Pierre Elbuic, que j'aime toujours beaucoup. Et donc, il m'a dit, franchement, quand vous aimez bien deux personnes comme ça... Est-ce que vous voulez revenir demain les revoir? Vous C'est ça la question. Voilà, exactement. C'était dit. Voilà, mais je les ai revus Je reviens après. pendant 30 ans. Et donc ça, en quoi ce que tu fais chez Ardian, il va être différent des autres? On parle par exemple d'un modèle très contrariant, c'est un modèle de Warren Buffett. Est-ce que c'est un modèle justement, toi, tu as trouvé un endroit où aller avant les autres? Comment on explique cette croissance-là? Parce que beaucoup de gens peuvent réussir, mais ta progression était assez importante. Combien, on parlait tout à l'heure des 200 milliards, c'est des chiffres qui sont affolants. Il y avait combien il y a 30 ans de ça? C'est quoi le... Zéro, on avait zéro. On est parti avec zéro. Donc AXA commence à mettre... On a d'abord trouvé, si tu veux, l'équivalent, c'est à l'époque des francs français, mais on va les convertir. J'ai d'abord trouvé à l'étranger 200 millions d'euros et AXA a donné 100 millions d'euros. Et donc, on a fait un premier fonds. 300 millions. 300 millions d'euros, oui. Oui, non, qu'est-ce que je raconte? Non, 600 millions de francs, tu vois, 100 millions d'euros, c'est effrayant. Effrayant quand on y pense, tu vois, même moi, je fais les chiffres plus gros, je suis perdu. Non, c'était 100 millions d'euros notre premier fonds, mais en francs français et uniquement sur l'investissement en France. Et ce qui s'est passé, je viens de te le dire, AXA, 6 mois après, achète l'UAP. Et donc, dans l'UAP, il y avait pratiquement plus personne, il y avait une ou deux personnes, mais il y avait un petit portefeuille de ce qu'on appelle fonds de fonds, c'est-à-dire des investissements dans d'autres gérants que nous-mêmes. Et donc ça, je l'ai transformé aussi en gestion qu'on appelle pour compte de tiers. Et puis petit à petit, on a fait fonds 2, fonds 3. Ensuite, Strauss-Kahn est arrivé. Il a lancé, tu sais, les fonds venture retail avec une déduction fiscale à l'achat. Donc voilà. Après, on a continué à croître. On est à la génération 10 de nos fonds. Je ne sais pas si tu vois. Ouais. Donc il y a quelques années qui sont passées. Si on fonctionne sur ces premières années, on va avancer assez vite. On voit que tu crées des structures, tu crées des fonds, tu vois les évolutions de marché, sans même forcément toujours les précéder. En tout cas, tu les écoutes, ces signaux faibles. Élément majeur, explique-moi 2013. Là, toi, tu es heureuse dans ce travail-là. Tu trouves du financement et tu finances des entrepreneurs ou des entreprises que tu apprécies, que tu aimes. Et là, il y a une décision qui change ta trajectoire à toi, qui est la volonté du groupe AXA de se séparer de AXA Private Equity. Comment ça se passe? C'est Claude Bébéa qui... Ah non, pas du tout. Il était contre. J'ai bien imaginé. Non, tout le monde le sait. Enfin, il était contre le fait que AXA vende. En fait, à partir de 2011, je crois que AXA tourne un peu autour du sujet en se disant on va ouvrir le capital de manière minoritaire, etc., etc. Puis finalement, ils se décident, ils prennent une banque d'affaires. Moi, j'avais pas compris vraiment où ils voulaient aller. AXA qui est une entreprise publique, cotée. Oui, cotée en bourse. Et finalement, ils décident de ce qu'on appelle mettre aux enchères, c'est-à-dire prendre une banque et vendre 100%. Et là, pour moi, c'était une très, très grande surprise. Mais qui décide ça pour que ce soit contre ton avis, toi qui es la patronne, et contre celle de Claude qui est le patron de AXA? Comment c'est le conseil d'administration? Claude n'était plus du tout en 2012. Il a quitté, si tu veux, l'exécutif en 2000, et il a quitté ensuite le conseil de surveillance. Il était Claude, mais il n'était pas du tout décisionnaire. Je pense que la direction... En fait, c'est une activité très différente d'une autre... C'est pas une activité d'assurance. Et pour exister, il fallait aussi qu'on fasse parler un peu dans la presse de nos activités. Alors, c'était par exemple, AXA Private Equity prend une participation dans le Club Méditerranée. Et ça, si tu veux, je crois les actionnaires d'AXA, et Henri Decastre à l'époque et son directeur général, trouvaient qu'on parlait peut-être un peu trop de nous et que ça faisait un peu de fumée par rapport au vrai métier qui était le métier de l'assurance. Donc je pense qu'à un moment, ils se sont dit, cette activité marche bien, elle va grossir de plus en plus, ça va faire une image différente de l'assurance, et donc il vaut mieux qu'on s'en sépare. Voilà. Tout en sachant, encore une fois, ce que tu as toujours dit, AXA est une entreprise
d'une réussite exceptionnelle également, depuis des années. Bien sûr. C'est assez impressionnant de voir ce qu'ils ont pu créer, continuer à créer. Après Claude Bébert, c'est à nouveau un grand succès français dans le monde. Donc, donc la question, c'est, et toi, quand tu vois ça, tu vois tout de suite une opportunité? Non, pas du tout. Pas du tout, toi. Alors, mais pas du tout. Toi, plutôt, pour toi, ça doit pas se passer. Tu vas taper à la porte de Henri de Castries et disant, ne faites pas ça. Si tu veux, moi, j'ai déjà pratiquement une 60aine d'années, hein. J'ai 60 ans. T'es toute jeune. Oui, quand même. Tu as 60 ans, tu es à un âge où tu peux aller dans la retraite ou faire autre chose. Mon compagnon à l'époque est bien malade et donc j'hésite beaucoup. Et puis en fait, qu'est-ce que tu aurais pu faire, excuse-moi, qu'est-ce que tu aurais pu faire quand tu hésites de faire autre chose, de monter à nouveau quelque chose, de rejoindre Rothschild à nouveau? Tu hésitais, t'es très Non, d'arrêter de travailler. T'avais gagné suffisamment. T'allais à Bédouin et puis t'étais bien. Puis surtout, mon compagnon était quand même très fatigué et très, très mal, si tu veux. Et donc, lui, il a rêvé d'une chose, c'est qu'il a jamais dit ça après, quand ça a réussi. Mais je suis désolé. La vérité, c'est que il n'avait pas tellement envie. Il pensait pas. Non, il n'avait pas tellement envie. Il avait envie que je reste avec lui. Et je le comprends très, très bien. Voilà. T'as hésité? Mais il a vécu 10 ans de plus, tu vois. Et donc... T'as hésité, toi, vraiment? Moi, j'ai beaucoup hésité. J'ai même dit à De Castries, fin 2012, je suis allé le voir parce qu'on ne trouvait pas. François Hollande avait été élu. Et donc, il y avait des mesures fiscales qui faisaient que c'était plus difficile de faire un budget. Et donc, les actionnaires étrangers avaient un peu peur d'investir en France. C'est pas la meilleure période, on va dire, de la France, on va dire le deuxième semestre 2012. Et donc, je dis à De Castries, c'est peut-être pas le moment de vendre cette société. Mais comme il me dit non, il me dit j'ai lancé le process, on va jusqu'au bout. Et donc, en janvier 2013, on était obligé de se mettre autour d'une table pour essayer de trouver une solution. En fait, et c'est là qu'on a trouvé les ACM, l'assurance du crédit mutuel, on a trouvé le groupe Hermès, on a trouvé des family office. Mais ça, c'est comme toi qui y vas. Donc là, tu dis, tu penses encore quand tu es resté ou tu dis, moi, je fais son travail et puis après, quand tu vas voir la famille Hermès qui... non, parce que si tu veux, à l'époque, j'étais encore très, quand même, hands-on, on va dire. Les clients me connaissaient très bien. Si j'étais parti, ça aurait été encore peut-être plus difficile. Donc, t'avais décidé de rester. J'étais ennuyé quand il y avait déjà 350 personnes. Maintenant, on est 1070. On avait 32 milliards de dollars. C'est pas grand-chose. Mais on avait 300 personnes, tu vois. Peut-être, c'est tout est relatif. Mais là, tu l'as évoqué. Famille Hermès, comment ça se passe? C'est que il y a besoin de ce financement. C'est toi qui va. Non, comment ça se passe? Le hasard de la vie fait que je connaissais très bien un avocat dont je suis très ami, qui s'appelle Philippe Ginestier, qui est un grand avocat parisien et qui était l'avocat de la famille Hermès. Et donc ACM, c'était moi qui connaissais très bien la directrice financière de l'époque, qui est Catherine Alonas, qui est une de mes bonnes amies, et on travaillait ensemble depuis 87 quand j'étais au GAN, parce qu'elle était déjà dans le groupe CIC. Donc, c'est elle qui a eu confiance dans le LBO qu'on voulait faire. Et puis, c'est Philippe Ginestier qui a trouvé le groupe Hermès et qui leur a dit, Bernard Arnault était dans le capital. Et donc, il leur a dit un jour, Bernard Arnault, on va le forcer à revendre ses parts. Et donc, du coup, c'est bien si vous vous rapprochez d'Ardian, qui connaît beaucoup de fonds souverains, beaucoup de fonds de pension et tout ça. C'est très stratégique. Et donc, la famille Hermès est remarquable. Donc, j'ai planché devant eux. Puis finalement, ils sont venus. Et ils sont encore là. Ils sont toujours là. Voilà. Ils sont extraordinaires. C'est une famille merveilleuse. Oui. Française à nouveau, exceptionnelle. Française, exceptielle. Ils ont bien fait, parce que si tu doubles le patrimoine tous les 5 ans, c'est aussi en plus de faire des choses bien, c'est en plus un bon investissement également pour que ça soit Crédit Mutuel, l'assurance ou la famille Hermès. Quand tu vois ça et quand tu vas voir ça, tu trouves que c'est très difficile, tu penses que la période est difficile, tu penses que ça pourrait échouer? Ah non, mais c'est terriblement difficile. Ouais. D'abord, si tu veux, ça commence en dernier trimestre 2011, et je le redis, 2012 n'est pas une bonne année pour la France, parce qu'il y a ce choc fiscal, on va dire, et qui fait peur aux étrangers. C'est tout bête, parce que finalement, les conséquences, après, n'ont pas été énormes. Et donc, ça dure, on signe définitivement en septembre 2013. Donc, ça dure de 2011 à 2013, 2 ans. C'est long. Tu vois, 2 ans où je vais aussi à l'hôpital pour mon compagnon, etc. Ah non, c'est un souvenir douloureux. Mais par contre, après,
Après, c'est extraordinaire. Tu peux juste, à nouveau, pour expliquer, une partie des gens vont savoir ce qu'est un LBO. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un LBO? Qu'est-ce que c'était avant AXA Private Equity? Qu'est-ce qui est devenu Ardian? C'est quoi le LBO? Explique-nous de nouveau, d'une manière, comme si tu avais été professeur. Explique-nous en quelques phrases. C'est facile. Quand une entreprise vaut 100, d'accord, tu peux mettre 100 en capital, ou bien tu peux mettre 70 en capital et 30 en dette, ou bien tu peux mettre 50 en capital et 50 en dette, dépendant du cash flow de l'entreprise. Donc c'est les dividendes que tu vas donner chaque année. Au lieu de sortir des dividendes, tu vas rembourser la dette. Mais tu calibres, ça je veux bien l'expliquer, tu calibres la dette après les besoins de financement de l'entreprise, après le CAPEX qu'on appelle les capital expenditure. Parce que forcément, là, nous, on a quand même du CAPEX parce qu'on a du CAPEX en informatique. Mais pour une entreprise industrielle, c'est très, très important que tu serves d'abord les besoins de financement de CAPEX. Après, tu calibres pour rembourser la dette, et puis voilà. Là, on parle de LBO, mais toi, c'est un MBO qui va se passer. Oui, donc là, parce que les équipes ont eu 50% du capital. On a proposé à tout le monde, et aujourd'hui, on a 750 salariés actionnaires. Tu as quand même l'immense majorité de tes collaboratrices et collaborateurs. Et là, on a 150 collaborateurs qui viennent de remettre pour acheter des actions. Donc là, en gros, globalement, quand vous avez créé, c'est donc une partie a été financée et une autre partie, donc c'est vous, les salariés, qui ont dû trouver aussi on s'est endetté aussi, on s'est endetté et on a pris les 50%. C'est un bon deal, je pense. Oui, non, mais on se plaint pas. Après. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'en 2013, quand même, il faut le savoir, la marque AXA est une marque très très forte. Il n'était pas évident de réussir. Le 30 septembre 2013, on a fait le Big Bang, on a changé pour la marque Ardian. Et il a fallu non seulement lancer la marque Ardian tout de suite, et là je peux te dire qu'on n'avait pas de cadeau de la presse qui n'arrêtait pas de dire le AXA Private Equity, donc ça a mis du temps à s'installer, et surtout on a fait un tour du monde absolu de tous les clients pour leur expliquer la nouvelle structure d'actionnariat et les rassurer. Parce que ces clients-là, c'est de la confiance, c'est la confiance dans une organisation. Avec qui est actionnaire, quelles sont les équipes dirigeantes. Tu changes une des deux choses et tu es en période d'incertitude. On continue les pauses amicales. Là, à nouveau, quelqu'un qui veut te poser une question. Et on va écouter cette question. C'est une question en anglais parce qu'on parle de Bryn, un chanteur d'opéra britannique. Oh, my goodness. My dearest Dominique, I am guessing that closing any big deal that you've worked hard because of your dedication feels so exciting, a big adrenaline rush, that you're hitting the heights, a little like Calaf's Vincero in Nessun Dorma from Turandot. Now, what is it that brings you down from those dizzying heights? Is it a piece of music? Is it a certain composer? Much love. Donc on parle. Tu es très fort, hein, d'avoir eu Bryn Terfel. Tu es très très fort. Donc j'ai des bons contacts. C'est un bon contact. Et donc, Sir Bryn Terfel, qui a quand même, il a chanté pour le couronnement du roi Charles, quand même. Hein. Là, et on a la chance. Tu fais très très fort aujourd'hui. On a la chance d'avoir une. Et puis j'adore. Et là, tu sens, je l'imagine sur scène. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Donc, il fait le grand rôle de Scarpia dans Tosca. C'est un des plus grands Scarpia du monde. Mais donc, quand il te pose cette question-là. Oui. Il te pose la question, c'est il la te musique, voit. bien sûr. C'est ça pour toi. Non, bien sûr, c'est la musique, bien sûr. Écoutez, un morceau de Bach. Ou ce week-end, tu vois, on avait 5 jours à Stockholm. On avait quand même jusqu'à 320 clients et 450 personnes à un dîner. Donc, c'est quand même un petit peu fatigant. Et là, j'ai écouté des choses merveilleuses parce qu'en plus, j'ai des amis qui m'envoient, qui me disent, tiens, t'as écouté cette interprétation. Donc là, j'ai écouté, par exemple, la sonate Arpeggione de Schubert. Donc, je peux le dire à Bryn, il l'écoute pas, mais je lui dirai, je vais lui envoyer un message. Joué par Gauthier Capuçon. Et donc Franck Breley. Et ça extraordinaire. Et alors je dis ça, j'envoie ça à un ami justement, à Philippe Ginestier, et il me dit mais voilà, écoute Rostropovitch, et donc j'ai écouté Rostropovitch avec comment il s'appelle le pianiste qui était, je me souviens plus, j'ai un trou de mémoire, mais
Et après, je dis non, mais finalement, je préfère Gauthier Capuçon. Donc là, c'est le moment où, après ces 320 investisseurs, 450 personnes, cette folie de 5 jours... Oui, mais tu vois, dans le week-end, j'ai un autre ami cher, là, qui est un ami de l'académie, qui est professeur au Collège de France, qui est un très, très grand mélomane, Pierre-Michel Minguer. Et il me dit, écoute, je suis en train d'écouter des concertos de Mozart, joué au piano et dirigé par Reichenbach. Il me dit c'est un trésor. Bon, j'ai écouté ça, c'est un trésor, tu vois. Et donc là, tu étais dans un autre monde. Voilà, et le lundi, ça recommence. Et ça recommence. Et le lundi recommence. Et on va revenir sur un sujet important, parce que tu en as parlé, c'est justement comment il y en a radiant avec une Dominique qui est moins présente, puisque toi-même, tu l'as décidé, tu as décidé que le management devait être différent, puisque maintenant, il y a un co-CEO, donc puisque maintenant, tu as un co-CEO, tu en parlais tout à l'heure, on parle de Marc, qui est co-CEO, qui est avec toi depuis plus de 20 ans, maintenant. Comment ça se décide, ça ? Alors, il y a eu une énorme pression de la presse. C'est ça. La presse, de temps en temps, elle s'acharne sur quelqu'un, on ne sait pas pourquoi. Tu as des victimes, des boucs émissaires, tu vois. Et pourquoi d'après toi ? Moi, j'en sais rien, moi, il faut leur demander, j'ai aucune idée. Mais enfin, c'est pas ça. De toute façon, c'était plutôt désagréable, mais c'est pas ça. De toute façon, tu es obligé d'y penser longtemps à l'avance, parce que tu as des personnes qui ont grandi avec toi, qui font pas forcément l'affaire pour prendre la succession. Donc, il y a de toute façon... Leur dire, ça. Ben oui, il faut qu'ils partent. Donc, on a eu ces phases-là. Et puis, tu as depuis 3 ans quand même. Donc, je dirais qu'au printemps 2023, avec justement Ginessier et mon chairman, dont je n'ai pas encore cité le nom, mais que je dois remercier, Patrick Thomas, qui nous accompagne depuis 13 ans d'une manière exceptionnelle, il faut le dire, à qui je dois beaucoup la réussite des 13 dernières années. Écoute, on s'est vu, on s'est revu et on a décidé d'une nouvelle organisation en faisant monter des directeurs généraux délégués et un directeur général qui était Marc. Et donc, je lui ai laissé la présidence du comité exécutif, je me suis retiré du comité exécutif et pendant les 3 ans, j'ai observé et finalement, il a très très bien pris en main tout ça de manière formidable. Et c'est pour ça que ça aboutit à la décision d'il y a 1 mois de le nommer co-CEO. Voilà. Et donc, ça veut dire que moi, je m'occupe plus, disons, d'abord de l'aider quand il a une question de management et tout, je lui donne juste mon avis ou comment je vois la chose sur le plan psychologique. Ensuite, je m'occupe des actionnaires, de la liquidité des actionnaires pour trouver d'autres actionnaires remplaçants dans la même culture. Je travaille pour cela avec Patrick Thomas et surtout avec Patrick Thomas. Et avec nos avocats. Mais aujourd'hui, c'est Marc Benedetti qui fait tourner la maison au quotidien complètement. Et ça a été évidemment dur. Il y a certaines personnes qui auraient voulu être Marc, qui auraient voulu avoir cette place-là. Ça a été pour toi, justement, voir certaines personnes qui étaient avec toi depuis des années, qui ont compris par eux-mêmes ou que tu as dû faire comprendre. Ça a été... Non, je dirais que de juin 2023... Ouais. À partir de là, c'était non, clair. Ça s'est bien passé, franchement. Les gens sont partis à ce moment-là. Enfin, certaines personnes qui ont compris. Oui, peut-être une personne, mais si tu veux, ça n'a rien bousculé du fonctionnement de la maison. Rien de compliqué. Non. C'est pas compliqué. Moi, je pense que c'est compliqué. Oui, mais si tu veux, c'est des choix que tu mûris 3 ans avant. Hein, si tu les fais pas comme même ça. Pas avant que ça. Même. Non. Marc, tu l'avais vu même il y a 10 ans. Si j'avais dit, tu penses que lui, tu m'aurais dit, lui, il a le potentiel. Tu aurais vu ça il y a 10 ans? Oui, on le voyait dans des séminaires qu'il avait un gros potentiel. Il a un leadership naturel, oui. Il n'était pas question pour toi que tu embauches quelqu'un d'extérieur? Ah, alors ça, je vais te donais une recette. J'ai un grand ami à New York, je ne pense pas qu'il va écouter parce qu'il ne parle pas français. Il s'appelle Tony James. Je l'ai connu quand j'étais chez AXA. Tu étais président de DLG. Tony James. Et ensuite, il est parti chez Blackstone et c'est lui qui a fait de Blackstone un acteur majeur. Schwartzman ne parle pas non plus français, donc il va pas se vexer si je dis ça. C'est son numéro 2. Voilà. Donc Tony James, si tu veux, est un grand ami. Et quand j'ai souvent parlé avec lui, d'ailleurs, il m'avait encouragé à faire quand AXA a mis en vente, ça a été un de ceux qui m'a encouragé, qui m'a dit Dominique, c'est quand même une opportunité unique. C'est pour toi, tu t'en occupes, c'est une opportunité unique. Aussi, hein. Voilà. Donc je le remercie beaucoup de m'avoir dit ça. Mais après, pour la succession, j'ai eu une discussion avec lui. Il m'a dit, écoute, 3 qualités. Il doit être de l'interne. Il doit être un bon investisseur. Un bon manager, au sens manager des clients. Donc, un bon relation avec les clients et manager des équipes. Donc, tu vois, ça fait beaucoup de qualités en un même individu.
Français, c'était pas un sujet. Il pouvait être étranger. Marc n'est pas français. Il est canadien, américain, marié avec une Française. Il parle les deux. Il parle parfaitement Pour toi, les deux langues. c'était important qu'il parle français. Oui, On est d'accord. oui. Et il parle le meilleur anglais de la société, à part les Américains. Ils sont tellement sympas, les Canadiens, en plus. Non, mais il faut dire la vérité, ils sont tellement sympas. En parlant de reconnaissance, parce que c'est vrai que là, t'es tout en haut, quand tu diriges ça, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, si j'ai un peu moins de pouvoir, il y a un peu moins d'adrénaline? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Qu'est-ce que je suis contente de... C'est que t'as un peu plus de temps pour toi. J'ai pas beaucoup de temps. Pas encore assez. Oui, mais parce que tu te rajoutes des trucs, t'as moins de choses là, et je suis en train d'en abandonner. Tu prends beaucoup. Ouais. La reconnaissance, j'aurais pu le dire en introduction, mais t'as eu comme un certain nombre de prix, les femmes qui comptent le plus selon Time, sur Fortune, enfin la liste est assez longue. Ça te faisait un peu plaisir au départ? T'avais un ego qui brillait un petit peu, ou rapidement tu dis c'est pas un sujet? Ce qui me fait plus de plaisir, c'est l'Académie des sciences morales et politiques. Parce que je rencontre des personnes remarquables. On fait une pause vérité. La pause vérité, c'est des choses que des gens un peu béotiens vont peut-être imaginer, et j'aimerais bien que tu nous dises, non, vous vous trompez complètement, ou vous avez parfaitement raison. Est-ce que ça te va? L'Europe est incapable de peser face aux États-Unis et à la Chine. C'est dur, hein? Ni oui ni non. Je vais faire une réponse normande. Au politique. Joker, allez, Joker. Non, ça dépend, si tu veux. Il y a une très belle phrase du pape. Du pape Léon XIV, dans son encyclique sur l'IA, où il dit « L'humanité, c'est pas que du pouvoir, c'est care, c'est du care, c'est du soin ». En ce sens, si tu veux, là, j'étais à un déjeuner, il y avait avec des Émiratis à très haut niveau, et il y avait aussi un conseiller du président Macron. On voit bien, les Européens, ils cherchent la paix. Et c'est un souci très louable. Voilà. Et en ce sens, ils sont importants, très importants dans le monde. Il n'y a pas que la puissance financière, il n'y a pas que la puissance militaire, il y a aussi la puissance des valeurs. Et ça, pour moi, l'Europe vraiment entrust quelque chose de très important là-dessus. Tu parlais d'intelligence artificielle. Est-ce que pour toi, l'intelligence artificielle va détruire beaucoup plus d'emplois qu'elle va en créer? Je pense que là, je citerai un exemple que m'a donné Patrick Pouyanné tout à l'heure, parce qu'il était à cette réunion qui était vraiment extraordinaire, organisée par Thierry de Montbrial. Patron de Total. Et qu'il avait visité une usine en Chine où il y avait pratiquement que des robots. Et donc, il a posé la question, mais est-ce que vos jeunes, etc. Et les Chinois ont dit, mais les jeunes, ils veulent plus faire ces métiers d'ouvriers, d'accord? Donc, regardez, dans les bureaux, on a des ingénieurs, on a des chercheurs, on a des gens avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Donc, je pense que ça va, disons, redessiner les emplois, mais je pense que c'est comme Internet ou c'est comme d'autres révolutions industrielles. Ça va pas forcément supprimer tous les emplois, tu vois. Moi, je suis un peu plus inquiet que toi. Je pense que malheureusement, ça va redessiner assurément, mais ça va faire qu'on va certainement avoir plus de gens qui seront certainement sans emploi, et pas que l'école bleue, dont tu parlais de ces ouvriers, mais aussi l'école blanc. Et toi, en parlant d'IA, toi, c'est un sujet que tu parlais de l'encyclique de Léon XIV. C'est un sujet pour toi, l'IA. Ça t'intéresse, tu regardes, tu sais que ça a un impact considérable sur beaucoup des entreprises dans lesquelles vous investissez. C'est un sujet que tu regardes. C'est la mathématicienne qui regarde. Non, mais bien sûr, non, mais parce qu'on est obligé chez Ardian, non seulement pour nous-mêmes Ardian, mais pour nos entreprises, de les aider sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui part à une vitesse exponentielle, et donc il est très important de faire la part des choses là-dedans. Si tu veux, c'est comme quand on dit l'IA va détruire toutes les sociétés de software. On a fait une étude qu'on a envoyée à tous nos clients, et certains clients nous ont dit c'est l'étude la plus remarquable qu'on a eue sur le sujet. Et la réponse était ça dépend des cas, ça dépend des softwares, d'accord? Donc, ce que je pense d'abord, c'est qu'on n'est pas non plus du tout au bout de tout ça. Je suis pas certaine que tous les grands acteurs actuels de l'IA vont survivre. Quand on voit la course entre OpenAI et Anthropic, si tu veux, et on voit bien qu'OpenAI veut même modifier son modèle avant d'aller en bourse. Donc, ça veut dire que son modèle actuel n'est peut-être pas formidable. Bon, donc je pense qu'on aura des surprises. On aura des surprises aussi sur le fait qu'on parle d'investissement. Tous les jours, j'entends
J'entendais il y a 2 mois 2 trilliards, 3 trilliards. Hier, j'ai entendu 6 trilliards dans une interview d'un journaliste avec Ray Dalio, d'accord? Alors que les revenus pour amortir tout ça, il faudrait faire 20-30 trilliards de revenus. On ne sait pas. Pour l'instant, on dit qu'il y a peut-être 5 trilliards de revenus ou moins que ça. Bon, tout ça est en pense à s'entendre. Mais s'il y a une chose qui est sûre, qu'on disait hier soir à ce dîner de l'IFRI, c'est que la vitesse exponentielle de l'IA n'est pas suivable par les humains. Voilà, il y a une chose, c'est qu'à un moment donné, l'humain n'arrive pas parce qu'il a il dort la nuit quand même. Il a un robot, ça dort pas la nuit, mais voilà. Et donc, il ne peut pas. Vas-y, excuse-moi. Non, d'ailleurs, ces grands patrons d'Anthropic et OpenAI disent il va falloir qu'on stoppe la rapidité d'évolution de l'IA. Parce que comme tu dis, Anthropic a dit qu'il faut faire une pause. Voilà. Bon. Et donc, si tu veux, c'est une période d'euphorie. C'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant, mais il y aura des chocs qui font que on se reparle dans un an. La physionomie de l'aspect de l'IA sera pas tout à fait celui d'aujourd'hui. La française, l'européenne, elle voit comment justement la souveraineté européenne. Elle voit un Mistral, on parle d'une belle entreprise française. Très belle. Elle pense que ça, c'est quand même, il y a un sujet aujourd'hui, il faut quand même essayer de financer dans cette partie technologique des entreprises aussi européennes. C'est un sujet important pour toi dans vos investissements, dans vos biais d'investissement ou pas Je pense, si tu veux, qu'il y a aussi, tu sais, la physique quantique et les ordinateurs quantiques. Il y a plusieurs startups européennes, dont plusieurs françaises, qui sont extrêmement brillantes. Et donc, c'est pas sûr qu'on puisse, disons, sur l'IA, les autres ont pris tellement d'avance, les Américains. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment avoir la compétition. Mais hier, il y avait justement le directeur de Pascal, un directeur de Pascal s'appelle Raymond. Il disait, attention, c'est du software, mais on ne faut pas oublier qu'il y a toujours du hardware quelque part. Est-ce que les États-Unis sont toujours le centre de gravité de la finance mondiale ? Oui. Il y a même pas, là, tu n'as pas réfléchi, là. Non. C'est sûr. C'est sûr. Tu as la tech en Californie, tu as la créativité financière à Wall Street, qu'on le veuille ou non, même s'ils font de temps en temps des créations qui sont un peu... qui tournent mal, comme les subprimes, c'est néanmoins là que ça se passe. Voilà. On a parlé tout à l'heure de ce que tu as mis au niveau de l'entreprise. Tu l'as dit rapidement, il y avait un pourcentage non négligeable des salariés, des collaboratrices, collaborateurs qui sont actionnaires aujourd'hui. Ces sujets d'ESG, ces sujets de RSE, pour toi, ça a toujours été des sujets importants, qui étaient non négociables. On sait que très tôt, tu as créé la Fondation Ardian, qui fait énormément de choses. Pour toi, ça, c'est la logique, ça va avec votre succès. Oui. On n'est pas dans le modèle Milton Friedman, qui, il y a longtemps de ça, disait la réussite sociétale d'une entreprise, c'est de faire le plus de dividendes, et après, c'est l'actionnaire de décider. Pour toi, le succès doit aller avec la responsabilité. La finance doit être positive. Oui. Je pense que de toute façon, la redistribution, c'est quelque chose qui est essentiel. Tu l'as en tant qu'individu. Toi, tu redistribues beaucoup, par exemple, Alexandre, de tout ce que tu es. Et donc, je pense qu'une entreprise, c'est pareil. Et on sent bien, nous, avec notre fondation Ardian, que les collaborateurs sont très motivés par ce qu'on fait pour la petite enfance. C'est votre credo, la petite enfance. Hein. Oui, c'est le credo. Mais là, comme on a de plus en plus de moyens, on a décidé d'ouvrir à la recherche scientifique. Donc, on a déjà deux pôles qu'on soutient. On soutient Toulouse School of Economics et puis les laboratoires de suboptique du prix Nobel Alain Aspect. Donc, si tu veux, je pense que c'est important. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui n'ont pas une fondation d'entreprise. Voilà. Et sur les critères ESG dont tu parlais, nous, on a toujours eu un aspect très pratique où on faisait un audit ESG dans les entreprises avant de les acheter. On voyait si c'était trop loin des critères qu'on pouvait accepter. Et sinon, on mettait des notes de façon à ce qu'avec le président, on définisse un chemin pour que les fameux KPI soient meilleurs. Et en particulier, dans de nombreuses entreprises, on a réussi à faire baisser les accidents du travail. Enfin, non, ça n'a pas besoin. C'est ça, le sujet, si tu veux, c'est que Bruxelles, qui est quand même une grande machine à pondre des réglementations, n'a pas besoin d'aller réglementer dans les détails de chaque petite ligne. Quand une entreprise veut faire de l'ESG, elle sait très bien elle-même
décider de qu'est-ce qu'elles doivent faire pour améliorer l'environnement, le social et la gouvernance. On n'a pas besoin que tout soit édicté dans des lois. Ça, c'est un grand travers, je dirais, de l'Europe, oui, de vouloir tout réglementer. Là, tu parles de répartition de valeurs entre ce que l'entreprise Ardian doit faire et fait. Il y a aussi ce que Dominique Sénéquier fait. Ça aussi, c'est toi, tu donnes. Tu communiques pas là-dessus, moi je le sais. Tu donnes s'il y a des sujets, à des thématiques importantes. Là, on parle de recherche également. Pour toi, ça c'est logique aussi. Tu te dis ça doit aller avec ton succès. C'est évidemment par rapport aussi à des sujets personnels. C'est une très très belle phrase de Stendhal. Alors, je suis pas sûr que je vais m'en souvenir dans le détail, mais Stendhal dit: il est bien qu'un honnête homme gagne sa vie de façon à pouvoir devenir indépendant, mais s'il va au-delà, c'est un misérable. Tu penses à ce point-là? Ah, je trouve ça magnifique. Et donc, mais la question, c'est chacun se définit à qu'est-ce que... oui, faut pas mettre la barre trop. Ouais. Toi, tu l'as jamais mis trop? Tu t'es dit ça me suffit et le reste? Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, on va faire une nouvelle pause, tiens. J'ai envie de faire une pause avec quelqu'un. Tu vas comprendre pourquoi on l'a fait maintenant, cette pause. On écoute un professeur. Ma chère Dominique, ma question pourra te sembler étrange, mais je me la pose parfois et je serais curieux d'en connaître la réponse. Toi, dont le succès dans le monde des affaires est unanimement reconnu et qui a pour principale passion la musique et la littérature, quelle a pu être ta motivation profonde? Que s'est-il passé dans ton cœur pour que tu sacrifies autant de temps et avec autant de générosité à une cause qui n'a finalement aucun lien avec ton métier ni avec le monde de la culture? Comment s'est produit le déclic qui t'a amené à vouloir aider l'hôpital public? On parle du professeur Perromore, qui est le chef de service urologie à Cochin. C'est une longue histoire. Mon compagnon a donc été malade depuis 2005 jusqu'en 2022. Et donc, j'ai passé de nombreuses années à l'hôpital, à l'accompagner. Et j'ai vu, la qualité exceptionnelle des soins qui lui ont été prodigués, la gentillesse, mais incroyable, des infirmiers, des infirmières. Quand je revenais de l'hôpital, souvent, je disais à mes collaborateurs, vous devriez aller faire un petit séjour là pour vous rendre compte de ce qu'ils font. Ils sont exceptionnels. Exceptionnels. Et ça, et puis je le dis à Michael qui n'entend pas, mais aussi, quelquefois, j'ai allé le samedi et Michael arrivait. Perromore, donc le professeur Michael. Le professeur Michael Perromore, et je voyais les internes et les infirmiers pratiquement se mettre contre le mur, tu vois, pour lui laisser le passage. Il y avait un tel respect pour cet homme qui est un immense chirurgien, un travailleur acharné qui est là samedi, dimanche inclus, et ça m'a développé un respect, mais considérable. Alors ensuite, il y a eu malheureusement les derniers jours de mon compagnon, pendant lesquels Michael est quelquefois venu, parce qu'on est devenus très amis sur une période de 10 ans, 15 ans de maladie. Il est venu quelquefois à 3 heures du matin, si tu veux, avec un vélomoteur en cas d'urgence. Et tout ça m'a inspiré, mais un respect, tu vois, immense. Sans imaginer une seule fois que tu allais faire des dons importants par la suite. Il le faisait. C'est-à-dire qu'un jour, quand même, il nous disait à l'hôpital, ça marche pas très très bien parce que, je sais pas si tu connais la maternité de Port-Royal qui a été merveilleusement faite par Dominique Cabrol, mais un jour, le pavillon Albaran au sein de Cochin, qui est une immense unité, était obsolète. Et donc, comme c'était pas, disons que ce pavillon Albaran ne pouvait plus faire l'affaire, je crois qu'il y avait de l'amiante, ils ont très rapidement déménager ce service pour le mettre avec la maternité. Et donc, tu as des salles d'opération communes en sous-sol. Et donc, c'est très difficile parce que quelquefois, tu as une urgence gynécologique ou IVG et tu as des patients urologie, donc ça se marie mal, voilà. Et donc, ça faisait longtemps que Michael disait à l'hôpital, oui, il nous faut à nouveau un pavillon indépendant. Mais un pavillon indépendant, tu vois, c'est une somme importante de faire 4, 5 étages, même 7 étages, là, dans le cas de ce qu'on va bâtir. Et donc, du coup, en fait, le jour où Nicolas Revel est arrivé, qui est un homme exceptionnel, comme directeur de la PHP, il a accepté le projet avec le directeur de Cochin, qui est Didier Frangy, et ça a tout changé, et donc on a pu lancer le projet. Quand tu dis c'est que tu l'as
financé. Oui, j'ai financé, mais maintenant c'est normal. Enfin, voilà. Mais moi j'adore. C'est normal. C'est pas normal pour tout le monde. Donc merci, merci de le faire, de financer. C'est le moins que je puisse faire. Mais ce qui est important, c'est que ce professeur, quand il s'est occupé de Philippe, ton compagnon, au départ, pas une seule seconde, il a pensé que des années après, il allait se passer ça. Donc, oui, de nouveau, mais si tu veux, je veux dire, c'est rien par rapport, si tu veux, à l'immensité de ce qu'ils font, eux, pour tous ces patients, tous ces malades. Merci à eux. On parlait des professeurs tout à l'heure. Merci, évidemment. Et comme tu le cites, merci de l'infirmière, de l'infirmier, le personnel soignant. Extraordinaire. Évidemment, les chirurgiens. Mais ils accueillaient mon compagnon, ils lui disaient, alors, monsieur Rhin, de retour. Bah, tu vois, moi, ça lui donnait le sourire, quoi. Justement, on parlait de Philippe. Encore une fois, la chance de te connaître, c'est savoir que c'est un moment, certainement le moment de ta vie ou un des moments de ta vie les plus difficiles. Qu'est-ce qui te fait tenir après ça ? Évidemment, tu vois arriver ce départ. Compliqué. Je suis partie aux États-Unis pour vivre 3, 4, 5 semaines, je ne me souviens plus, pour changer de lieu. Et puis après, j'ai remonté lentement, très lentement. C'est très difficile. On s'en remet jamais ? Non, le grand rabbin, qui est un ami et qui est avec moi à l'académie, et qui a enterré Philippe, m'a dit cette phrase qui, paraît-il, est dans le Talmud, où on ne meurt que pour son conjoint. Comment tu expliques ça ? Eh ben, parce que c'est la personne que tu choisis, c'est la personne qui est l'élu de ton cœur. Et que les autres, les enfants, finalement, tu les choisis pas. Excuse-moi, t'as ton fils à côté. Tu choisis, t'as raison. Il n'en est pas moins magnifique, hein, mais voilà. Et donc tu choisis, c'est ça. Tu choisis. Enfin, je pense qu'il faudrait demander. C'est une très très belle phrase que j'ai retenue, mais il faudrait que je demande à Raïm l'explication. Mais je crois qu'il m'a dit ça. Il m'a dit, tu choisis pas tes parents, tu choisis pas tes enfants. Tu choisis tes amis. Tu choisis tes amis. Et ton compagnon. Voilà. Toi, on en parlait au préalable. Toi qui crois autant que ça, est-ce que ça t'a aidé justement cette foi de se croire, tu crois à la vie après la vie? Ou tu doutes? Oui. Enfin, j'ai c'est pas un oui. J'ai jamais, si tu veux, eu jamais touché, jamais touché la preuve. J'ai lu des choses sur le sujet, mais. Et Philippe est revenu parfois dans des songes, dans des rêves, de très nombreuses fois en rêve, oui, bien sûr. Donc toi qui crois à la matière, tu crois à ça? Tu crois quand même à? T'as envie d'y croire? Envie bien sûr. Tu sais, tu rêves d'être accueilli par tous ceux que tu as aimés. Philippe, c'est la phrase c'est la chanson d'Édith Piaf. Par mes amis, oui, bien sûr. Bien sûr. Les gens qui s'aiment. C'est un rêve, c'est chouette de penser à ça. Tout à l'heure, c'est toi qui le disais d'ailleurs que cette phrase-là, tu choisis donc ton compagnon ou tes amis. Toi, avant que je pose la question, on va écouter une autre pause amicale. Tu vois, il y a quand même un paquet de gens qui ont envie de te poser des questions. On écoute certainement, j'appellerai cette personne ton autre frère d'une autre mère. Mm-hmm. On écoute la question de Jean-Loup. Ma chère Dominique, tu illumines la vie de tes amis, mais tes amis illuminent-ils ta vie plus précisément? Qu'est-ce que l'amitié pour toi? C'est essentiel, c'est essentiel. J'ai parlé d'amour au début, que j'étais pas du tout une idéologue, que les idées ne m'intéressent pas beaucoup. J'aime lire énormément, j'aime lire beaucoup aussi, j'aime lire les biographies, j'aime lire les livres de philosophie. Je veux dire, bien sûr que je suis une intellectuelle, mais je peux pas nier, je veux dire. Mais l'amitié, l'amour, pour moi, c'est essentiel. Ce sont mes principales valeurs. C'est facile Et je crois d'ailleurs qu'en termes de management, si les gens ne sentent pas qu'ils sont aimés, ça marche pas non plus. C'est le plus beau lien entre les gens. Donc Jean-Loup, un ami de plus de 40 ans. Oui. C'est facile d'être... De trouver un ami ou une amie, pour toi c'est un chemin compliqué, c'est un chemin justement facile d'avoir des amis? J'ai 2 amis d'enfance de l'âge de 9 ans et 10 ans qui sont toujours mes 2 meilleurs amis, donc ça fait 63 ans à peu près, donc voilà, et on est comme
On est comme 2 doigts de la main, enfin 3 doigts de la main. Ah oui, c'est ça. Tu es en maths, tu m'as inquiété là. Ah non, on est 2 plus 1, c'est 3. On est inséparables. Je suis la marraine de son fils aîné, elle est la marraine de ma fille. C'est rare, si tu veux, depuis autant d'années. Non, c'est des amitiés extraordinaires. Et après, dans ma vie, au fur et à mesure que j'ai vieilli, j'ai rencontré des gens qui sont devenus des amis intimes. Donc j'en ai pas mal. J'ai une vie amicale très remplie. On peut avoir beaucoup d'amis. Michael est un ami, Michael Perromort, le professeur de virologie. On peut avoir beaucoup d'amis selon toi? Moi, j'en ai un certain nombre qui sont très importants. Enfin, j'appelle ça des amitiés, tu vois. Je peux leur demander n'importe quoi et ils peuvent me demander n'importe quoi. Quand on fait autant dans le secteur professionnel, moi je dis souvent, on sacrifie des choses. On doit sacrifier des choses. C'est difficile de tout faire bien. En tout cas, moi j'ai rarement vu des gens qui pouvaient réussir tout, de leur vie familiale, vie professionnelle, le sport, la santé, le sommeil et autres. Toi, c'est quoi les sacrifices? T'as dû sacrifier des choses ou tu penses que en fait, non, c'est pas si rationnel et cartésien que ça? Moi, j'ai eu qu'un enfant. Et t'as des femmes qui ont 5 enfants. Dans mes camarades de l'école polytechnique, il y en a qui ont eu 5 enfants. J'ai un frère qui a 3 enfants et qui a maintenant 6 petits-enfants. Donc... Non, pardon, 6 c'est avec la mienne. 5, il en a 5. Et donc, si tu veux, je les vois souvent, on est souvent ensemble. Non, franchement... C'est pas un sujet pour toi? Non, j'aime beaucoup les enfants de mes amis. Non. Le succès, selon toi, ça se définit comment? Pour moi, le succès, c'est pas... Pour moi, c'est plus de faire le bien, tu vois. C'est de ne pas faire de mal aux autres, de faire le bien. Voilà. Et aujourd'hui, d'être honnête intellectuellement, d'être le plus direct possible et de faire le bien autour de soi. De pas faire trop de gens malheureux autour de toi. De faire plutôt des heureux. Tu vois, ce qu'a dit Jean-Loup, voilà, tes amis sont heureux, mais moi je suis heureuse qu'ils soient heureux et réciproquement. Et Jean-Loup, c'est un acteur, il me fait rire tout le temps, je l'adore, on passe beaucoup de vacances ensemble. Donc toi faire le bien. Et tu penses que moi je pense que l'argent, certaine puissance financière qui peut être la tienne, peut justement avoir une influence non négligeable. On parle des gens qui viennent souvent te voir ou ce que tu vas faire aujourd'hui pour la PHP avec une partie d'argent que tu as gagné en travaillant dur, en revenant sur ce qu'on disait pour Radiant. Pour toi, justement, ça sert aussi. C'est peut-être ça ta raison d'être. Tu as réussi à définir ta raison d'être, toi, sur cette terre? Tu sais pourquoi tu es là? Je crois pour aimer beaucoup de gens. Tu vois, c'est marrant. J'ai retrouvé une vieille lettre de ma marraine quand j'étais petite, quand j'avais, 10 ans. Et elle m'écrivait « Tu aimeras tout le monde autour de toi ». C'est marrant qu'elle m'ait dit ça. Ouais. Et tu penses que t'es là pour ça? Oui. Quand les gens, tu vois, me font une crasse, ça arrive, je me dis « Mais pourquoi ils font ça ?» Tu vois, ça me paraît inutile, bête... méchant, c'est le cas de le dire, mais petit surtout, tu vois. J'aime les choses qui t'élèvent. Mais t'élèvent dans le sens spirituel de la vie. Donc, la bonté, la charité, je dois être assez chrétienne, finalement. Donc, on peut réussir dans le monde de la finance, dans le monde comme assez dur de la finance, en ayant cette philosophie-là, de dire, on va plutôt essayer d'aider les autres, d'être positif, de montrer une autre joue quand... Tu sais, je veux dire, les entrepreneurs qui te confient leur entreprise puisque tu deviens actionnaire, ils te la confient pas, mais je pense qu'ils sont contents aussi d'avoir des actionnaires qui ont certaines valeurs morales. Il y a pas que l'argent, est loin de là dans la vie. Et donc c'est quelque chose qu'ils ont senti, ça. C'est quelque chose. Oui, mais aussi mes collaborateurs aujourd'hui, ils sont aussi dans ces valeurs qui sont autres que l'argent. C'est le fait d'être fiable, d'être long terme, de les aider quand il y a des moments difficiles comme le Covid, comme la guerre d'Ukraine. Tout n'est pas un long fleuve tranquille dans la vie des entreprises. Oui. La vie d'entreprise et la vie tout court. C'est qui nous a fait croire que tout était une ligne droite. C'est pas du tout une ligne droite, c'est une ligne sinueuse, compliquée avec des drames, des traumas. Et c'est ça ce qu'on essaie d'évoquer ici sur Pause, c'est que on en a tous. Toi, t'en as eu dans ta vie, comme nous tous. Et comment on fait pour en faire quelque chose. On arrive à la fin de cette discussion avec toi, Dominique. Une
deux autres questions. Un, je connais la réponse, mais je te la pose quand même, parce qu'on en a parlé 2 fois déjà. Est-ce qu'il y a un endroit sur Terre où t'aimes faire une pause? Ma maison dans le Midi, et sinon en Grèce, dans les îles. C'est pas mal. Une île spécifique que tu préfères à d'autres? J'ai beaucoup aimé Hydra, parce que j'avais des amis qui me prêtaient une maison, et puis ils ont vieilli, et c'est moins facile pour eux d'organiser tout. Mais j'aime toutes les îles grecques. Une dernière question, maintenant que tu as passé ce moment avec moi, est-ce que tu me dirais, tiens, j'aimerais bien que tu invites telle personne, parce que j'aimerais connaître son histoire, ou je la connais, il faudrait la faire connaître au plus grand nombre possible. Qui t'aimerais que j'invite ici? Claire Gibault, la chef d'orchestre, et Bryn Terfel. Bryn Terfel, mais bon, il parle pas français. Tu sais qu'on le fait aussi en anglais. Bryn Terfel, il est né dans une ferme. Intéressant comme programme. Dans une ferme, au Pays de Galles. Dominique, est-ce que tout s'est bien passé? Oui, très bien. Là, je vois que tu es prête à continuer encore 1 heure ou 2, là. J'ai l'impression que là, c'est ma voix. On continue, là. Non, on est parti, là. Il n'y aura plus de voix. On peut remettre encore, si tu veux. On a déjà, voilà. Mais en tout cas, merci. Mais merci à toi. Merci à toi. Passer un bon moment avec toi. C'était très agréable. De montrer que cette finance responsable, positive, peut fonctionner et continuera à fonctionner, de dépendre des gens qui la dirigent. Et ce ne sera pas l'IA, ça sera des gens comme toi qui vont, ou ceux qui vont succéder, qui continueront à monter. Je le crois. J'en suis certaine, en tout cas pour Marc. Merci beaucoup, Merci Dominique. beaucoup à toi. Merci à toi. C'était très sympathique. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.